Bonjour les cinquièmes sur Eagle pour donc la deuxième séance sur Moby Dick d'Herman Melville. Je vous avais demandé de faire une recherche biographique sur l'auteur, également de voir ce qu'était de chercher une représentation d'un cachalot blanc. Voilà, on commence du coup la lecture du livre. Sachez juste qu'avant de rentrer vraiment dans le chapitre 1, dans le livre Moby Dick, il y a tout un recueil assez incroyable en fait de mentions qui ont été faites des baleines depuis les premiers textes de l'histoire de l'humanité jusqu'au 19e siècle de Herman Melville. Donc on a des extraits, on a des extraits de la Bible, des extraits mythologiques, etc. etc., etc. Tous les, les ouvrages tous les extraits de ces ouvrages qui vont traiter donc de ce monstre maritime sous-marin qui est la baleine. Et dans les baleines, on a le cachalot. Voilà, donc comment on va procéder? Je vais vous bricoler des petits montages vidéo. Je vais vous lire une première fois le passage. Ensuite, vous verrez, reverrez ma tête où on discutera, on reprendra, réexpliquer un certain nombre de choses, peut-être des points de vocabulaire. Et enfin, je vous remettrai une deuxième fois donc la lecture. Donc ce que je vous demande aujourd'hui, c'est juste en fait, et pendant cette séquence, ça sera juste de regarder les vidéos et d'être bien attentif. Je fais le boulot pour vous, hein, pour vous faciliter un peu la tâche. Voilà, donc là on commence donc sur le début, pas le tout début du livre, mais le début de la narration. Alors regardez juste, faites attention à la figure du narrateur. Est-ce que c'est un narrateur à la troisième personne, qui s'exprime en disant il ou elle, un narrateur qui est externe à l'histoire, ou est-ce que c'est un narrateur à la première personne qui dit je, qui va raconter ce qui lui arrive. Voilà, allez c'est parti pour la lecture, on se retrouve juste après. Appelez-moi Ishmaël. Il y a quelques années, le nombre exact importe peu, alors que mon porte-monnaie était vide ou presque, et que rien de particulier ne me retenait sur la terre ferme, j'ai eu l'idée de naviguer un peu pour voir la partie maritime du monde. C'est une méthode à moi, pour chasser le vague à l'âme et purger le sang. Quand je sens que la tristesse tire le coin de mes lèvres vers le bas, quand dans mon âme il bruine comme en novembre, quand je me surprends à m'arrêter devant les pompes funèbres et à emboîter le pas à tous les enterrements que je croise, et surtout quand ma déprime prend tellement le dessus que je dois me retenir de descendre dans la rue pour envoyer valser un à un les chapeaux de tous les passants, alors je comprends qu'il est grand temps de partir sur un bateau. Oui, je prends la mer, plutôt qu'une balle et un pistolet. Caton se jette sur son épée dans un grand geste philosophique. Moi, je me contente d'embarquer tranquillement. Cela n'a rien de surprenant. Presque tous les hommes, à leur manière, ont à un moment de leur vie la même soif d'océan que moi, si seulement ils en étaient conscients. Sans aucun doute, mon départ pour la pêche à la baleine faisait partie du grand spectacle du monde écrit par la Providence il y a fort longtemps. L'une des raisons principales qui me poussa à accepter ce rôle dans la grande comédie humaine, c'est l'image impressionnante de la grande baleine. Un monstre aussi menaçant et mystérieux, cela attisait ma curiosité. Et puis les mers sauvages et lointaines où il roule sa masse, grosse comme une île, et les dangers sans nom qu'il représente et auxquels on ne peut échapper. Tout cela, ainsi que les 1000 trésors qui émerveilleraient mes yeux et mes oreilles en Patagonie, m'incita à réaliser mon vœu. Pour d'autres, ces choses n'auraient peut-être pas eu le même attrait. Mais moi, je suis irrémédiablement attiré par le lointain. J'adore naviguer sur des mers interdites et poser le pied sur des côtes barbares. Pour toutes ces raisons, donc, la chasse à la baleine était la bienvenue. Les grandes écluses du monde des merveilles s'ouvraient en grand, et, dans les mirages qui m'incitaient à suivre mon désir, il y avait des cortèges interminables de baleines qui flottaient deux par deux jusqu'au plus profond de mon âme, escortant un grand fantôme blanc, pareil à une colline enneigée dans le ciel. Herman Melville, Moby Dick, chapitre 1. Ok, donc c'était la première lecture, deux trois précisions, ou plutôt une seule. Caton, il est fait mention d'un certain Caton, en fait c'est un homme politique romain dans l'Antiquité qui s'est suicidé
en se jetant sur son épée. Voilà. Alors, cet extrait donc, qui est au début du roman, de chapitre 1, qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, regardez tout début, les 2 premiers mots, appelez-moi, appelez-moi Ishmaël. Il s'adresse à qui là, l'auteur, le narrateur? Il s'adresse directement au lecteur. Le narrateur, Ishmaël, s'adresse au lecteur en disant appelez-moi. Ceci crée tout de suite une relation de proximité, comme si on était avec lui. Il nous embarque, en fait, il nous embarque véritablement dans son aventure. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre sur ce passage? Eh bien, on doit comprendre au moins 2 choses. Les raisons qui vont forcer ce narrateur à partir. Alors, les raisons, elles sont simples en fait. Hein. Pourquoi il part? Parce que s'il reste à quai, s'il reste sur la terre ferme, comme on pourrait le dire familièrement, il risque de péter un câble. Voilà, donc notre Ishmaël, là il est un petit peu dans sa grisaille, il est menacé par la déprime, l'humeur particulièrement morose. D'ailleurs, il y a une petite comparaison qui est assez intéressante. Quand dans mon âme, il bruine comme en novembre. Voilà, comparaison. Quand dans mon âme, il bruine comme en novembre. Qui donc traduit cette tristesse qui l'envahit et qui va le faire exploser, littéralement. Il dit qu'il est prêt à descendre dans la rue, à faire voler les chapeaux de tous les passants, c'est-à-dire s'en prendre physiquement à eux, et à la fin il m'a même dit, plutôt que de prendre un pistolet et une balle pour faire un massacre dans la foule qui insupporte, il préfère prendre la mer. Il préfère prendre la mer parce que, par ailleurs, cet Ishmaël est attiré par l'inconnu et le danger. Et c'est pour ça qu'il va partir à la chasse à la baleine. Alors, pour cette chasse à la baleine, on a un petit champ lexical du théâtre, avec le grand spectacle du monde, et qui me pousse à accepter ce rôle dans la grande comédie humaine. Voilà. Comme si tout ça n'était peut-être pas directement vrai, comme s'il y avait une mise en scène des choses. Donc voilà, notre Ishmaël décide de s'embarquer pour la chasse à la baleine, et notamment en quête d'un mystérieux grand fantôme blanc, métaphore qui évoque le cachalot blanc, la terreur des océans, Moby Dick. Ishmael vient d'arriver aux portes de New Bedford, car il souhaite s'engager sur un baleinier. Il décide de passer la nuit dans une auberge et doit partager son lit avec un mystérieux harponneur indien du nom de Kikeg. Mon Dieu, quel spectacle! Quel visage! D'une couleur sombre, ocre, violacé, recouvert çà et là de grands carrés noirâtres. Oui, c'est bien ce que je pensais, un terrible compagnon de lit. Il s'est bagarré, a été affreusement balafré, et le voici devant moi, tout juste revenu d'entre les mains du chirurgien. Au moment où il se tourna vers la lumière, je vis clairement que ces grands carrés noirs qu'il avait sur les joues ne pouvaient pas être des pansements. Le narrateur se rend compte que ce sont des tatouages. Après tout, pensai-je, il ne s'agit que de son apparence. On peut être un honnête homme dans n'importe quelle peau. Mais alors que penser de ce teint irréel, je veux dire, là où son visage n'était pas tatoué? Bien sûr, sa peau pouvait tout simplement être tannée par des années passées sous le soleil des tropiques. Mais je n'avais jamais entendu qu'un soleil brûlant pouvait donner à un homme blanc un teint ocre violacé. Cependant, je n'avais jamais été dans les mers du Sud. Peut-être que là-bas le soleil produisait sur la peau cet effet étrange. Tandis que toutes ces idées fulgurantes me traversaient l'esprit, le harponneur ne remarqua absolument pas ma présence. Ayant enfin ouvert son sac, il se mit à fouiller à l'intérieur et en tira une sorte de tomahawk et une petite pochette en peau de phoque. Plaçant tout cela sur le vieux coffre qui se trouvait au milieu de la chambre, il prit alors la tête de Nouvelle-Zélande, objet pour le moins effrayant, et la fourra dans son sac. Ensuite, il enleva son chapeau, en peau de castor, tout neuf, et là je faillis lâcher un cri de surprise. Il n'avait pas de cheveux, à l'exception d'une sorte de scalp, d'une petite queue de cheval entortillée sur son front. Sa tête chauve, violacée, ressemblait maintenant à un crâne en décomposition. Et il continuait de se déshabiller, et je pus voir sa poitrine et ses bras. Je vous le jure, ces parties de son corps étaient couvertes des mêmes carrés sombres que son visage. Son dos également. On aurait dit qu'il venait de s'enfuir d'une guerre de 30 ans,
avec de larges pansements en guise de chemise. Ses jambes aussi étaient couvertes de marques, comme si des colonies de grenouilles vert sombre grimpaient sur des troncs de jeunes palmiers. J'en étais sûr à présent. Il devait s'agir de quelque sauvage abominable embarqué à bord d'un baleinier dans les mers du Sud, et qui s'était retrouvé de la sorte sur cette terre chrétienne. L'instant d'après, la lumière était éteinte et ce sauvage cannibale, le tomahawk entre les dents, sauta dans le lit près de moi. Cette fois-ci, je ne pus me retenir de hurler, et lui, après avoir émis un grognement d'étonnement, se mit à me palper. Bafouillant quelque chose, je ne sais même pas quoi, je me roulai contre le mur pour m'éloigner de lui, et je suppliais cet homme ou cette chose de rester tranquille, de me laisser me lever et rallumer la lampe. Ces réponses gutturales m'indiquèrent aussitôt qu'il ne comprenait pas vraiment ce que je voulais. Vous qui, hein finit-il par dire. Vous parlez, hein moi tué. Herman Melville, Moby Dick, chapitre 3. Alors, la rencontre avec Kekeng, qui a donné donc, qui permet au narrateur de développer le portrait du personnage, ce portrait physique, ce personnage énigmatique qu'il ne s'attend pas à retrouver ici. Deux, trois éléments sur le vocabulaire. Alors, un harponneur au début, c'est la personne qui chasse les baleines à l'aide d'une longue lance, le harpon. On parle ensuite de balafré, mais c'est qu'il y a des cicatrices. Le tomahawk, c'est une petite hache dont on affuble généralement les Indiens. On nous parle d'une tête de Nouvelle-Zélande. Alors le harponneur vend des têtes modifiées de Nouvelle-Zélande. Charmant personnage. Voilà. Et enfin, on a aussi alors, des bruits, ces réponses gutturales, c'est-à-dire qui viennent des profondeurs de la gorge. Donc des, des propos très graves, d'un son plutôt grave. Alors, sur ce portrait, que dire? Ben, regardez bien ce portrait physique, cet étranger qui ne parle pas bien la langue d'Ishmaël, qui est tatoué de partout, qui est assez effrayant, qui a tout son attirail propre à sa culture, qui peut sembler terrifiant. D'ailleurs, le narrateur manque de tomber sur son premier jugement, manque de juger un peu rapidement le personnage de Kikeg, et avant de se reprendre, en disant notamment euh, après tout, pensais-je, il ne s'agit que de son apparence, on peut être un honnête homme dans n'importe quelle peau. Petite coupure inopinée. Donc on parlait donc de cette phrase, on peut être un honnête homme dans n'importe quelle peau, qui est une phrase évidemment engagée contre tout discours raciste. Voilà. Donc ce portrait de Kikeg, personnage inattendu en ce lieu, personnage marqué d'une identité propre qu'on va voir à travers ses tatouages, à travers les objets qu'il va amener avec lui. Et un gros contraste entre les deux personnages, entre le personnage d'Européen Ishmael, enfin d'Occidental, pardon, Ishmael, et celui de Kikeg, l'Indien, une sorte d'Indien, sans qu'on sache vraiment d'où il vient. Hein. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas trop. Alors ces tatouages rappellent ceux des tribus maoris de Nouvelle-Zélande, d'Océanie. Mais bon, cela reste à démontrer. Le tomahawk est l'objet donc de cette hache qu'on va lancer là, qui est typique un peu des Indiens d'Amérique, les Amérindiens. Donc voilà, on a un portrait assez intéressant qui est tout en contraste par rapport au monde dans lequel apparaît ce Kikeg. Qui d'ailleurs doit partager le lit dans la chambre d'auberge d'Ishmael, mais parce qu'il n'y a plus de place. Et vu qu'il n'y avait plus de place, ils l'ont mis avec l'Indien, parce que l'Indien on le méprise, parce que l'Amérique et le monde à cette époque est éminemment raciste. Voilà. Ce que n'est pas Ishmael, le narrateur. Voilà, donc je vous remets une deuxième lecture de cet extrait. Écoutez ça pour reprendre, pour voir un petit peu, faire le point sur ce qui a été dit.
Et après, je vous invite pour la séance d'aujourd'hui à faire une chose, c'est très simple. Par rapport aux deux extraits, aux commentaires, etc., etc., au montage aussi magnifique que j'ai pu vous produire, ben, vous allez juste écrire en quelques phrases, en peut-être même quelques paragraphes, ben, ce que vous avez appris, ce que vous avez retenu donc de cette entrée dans formidable aventure qu'est le roman Moby Dick d'Herman Melville. Voilà, allez, je vais essayer de vous faire une vidéo un peu similaire pour demain. Mais ça prend pas mal de temps. Et peut-être qu'il y en a qui ont remarqué que j'ai entre-temps mis mon t-shirt à l'endroit, ce qui n'était pas le cas du début de la vidéo. Voilà. Ah. Allez, prenez soin de vous. À très bientôt les cinquièmes. Appelez-moi Ishmael. Il y a quelques années, le nombre exact importe peu, alors que mon porte-monnaie était vide ou presque, et que rien de particulier ne me retenait sur la terre ferme, j'ai eu l'idée de naviguer un peu pour voir la partie maritime du monde. C'est une méthode à moi, pour chasser le vague à l'âme et purger le sang. Quand je sens que la tristesse tire le coin de mes lèvres vers le bas, quand dans mon âme il bruine comme en novembre, quand je me surprends à m'arrêter devant les pompes funèbres et à emboîter le pas à tous les enterrements que je croise, et surtout quand ma déprime prend tellement le dessus que je dois me retenir de descendre dans la rue pour envoyer valser un à un les chapeaux de tous les passants, alors je comprends qu'il est grand temps de partir sur un bateau. Oui, je prends la mer, plutôt qu'une balle et un pistolet. Caton se jette sur son épée dans un grand geste philosophique. Moi, je me contente d'embarquer tranquillement. Cela n'a rien de surprenant. Presque tous les hommes, à leur manière, ont à un moment de leur vie la même soif d'océan que moi, si seulement ils en étaient conscients. Sans aucun doute, mon départ pour la pêche à la baleine faisait partie du grand spectacle du monde écrit par la Providence il y a fort longtemps. L'une des raisons principales qui me poussa à accepter ce rôle dans la grande comédie humaine, c'est l'image impressionnante de la grande baleine. Un monstre aussi menaçant et mystérieux, cela attisait ma curiosité. Et puis les mers sauvages et lointaines où il roule sa masse, grosse comme une île, et les dangers sans nom qu'il représente et auxquels on ne peut échapper. Tout cela, ainsi que les 1000 trésors qui émerveilleraient mes yeux et mes oreilles en Patagonie, m'incita à réaliser mon vœu. Pour d'autres, ces choses n'auraient peut-être pas eu le même attrait. Mais moi, je suis irrémédiablement attiré par le lointain. J'adore naviguer sur des mers interdites et poser le pied sur des côtes barbares. Pour toutes ces raisons, donc, la chasse à la baleine était la bienvenue. Les grandes écluses du monde des merveilles s'ouvraient en grand, et, dans les mirages qui m'incitaient à suivre mon désir, il y avait des cortèges interminables de baleines qui flottaient deux par deux jusqu'au plus profond de mon âme, escortant un grand fantôme blanc, pareil à une colline enneigée dans le ciel. Herman Melville, Moby Dick, chapitre 1. Ishmael vient d'arriver aux portes de New Bedford, car il souhaite s'engager sur un baleinier. Il décide de passer la nuit dans une auberge et doit partager son lit avec un mystérieux harponneur indien du nom de Kikek. Mon Dieu, quel spectacle! Quel visage! D'une couleur sombre, ocre, violacé, recouvert çà et là de grands carrés noirâtres. Oui, c'est bien ce que je pensais, un terrible compagnon de lit. Il s'est bagarré, a été affreusement balafré, et le voici devant moi, tout juste revenu d'entre les mains du chirurgien. Au moment où il se tourna vers la lumière, je vis clairement que ces grands carrés noirs qu'il avait sur les joues ne pouvaient pas être des pansements. Le narrateur se rend compte que ce sont des tatouages. Après tout, pensai-je, il ne s'agit que de son apparence. On peut être un honnête homme dans n'importe quelle peau. Mais alors que penser de ce teint irréel, je veux dire, là où son visage n'était pas tatoué? Bien sûr, sa peau pouvait tout simplement être tannée par des années passées sous le soleil des tropiques. Mais je n'avais jamais entendu qu'un soleil brûlant pouvait donner à un homme blanc un teint ocre violacé. Cependant, je n'avais jamais été dans les mers du Sud. Peut-être que là-bas le soleil produisait sur la peau cet effet étrange. Tandis que toutes ces idées fulgurantes me traversaient l'esprit, le harponneur ne remarqua absolument pas ma présence. Ayant enfin ouvert son sac,
Il se mit à fouiller à l'intérieur et en tira une sorte de tomahawk et une petite pochette en peau de phoque. Plaçant tout cela sur le vieux coffre qui se trouvait au milieu de la chambre, il prit alors la tête de Nouvelle-Zélande, objet pour le moins effrayant, et la fourra dans son sac. Ensuite, il enleva son chapeau, en peau de castor, tout neuf, et là je faillis lâcher un cri de surprise. Il n'avait pas de cheveux, à l'exception d'une sorte de scalp, d'une petite queue de cheval entortillée sur son front. Sa tête chauve, violacée, ressemblait maintenant à un crâne en décomposition. Et il continuait de se déshabiller, et je pus voir sa poitrine et ses bras. Je vous le jure, ces parties de son corps étaient couvertes des mêmes carrés sombres que son visage. Son dos également. On aurait dit qu'il venait de s'enfuir d'une guerre de 30 ans, avec de larges pansements en guise de chemise. Ses jambes aussi étaient couvertes de marques, comme si des colonies de grenouilles vert sombre grimpaient sur des troncs de jeunes palmiers. J'en étais sûr à présent. Il devait s'agir de quelque sauvage abominable embarqué à bord d'un baleinier dans les mers du Sud et qui s'était retrouvé de la sorte sur cette terre chrétienne. L'instant d'après, la lumière était éteinte et ce sauvage cannibale, le tomahawk entre les dents, sauta dans le lit près de moi. Cette fois-ci, je ne pus me retenir d'hurler et lui, après avoir émis un grognement d'étonnement, se mit à me palper. Bafouillant quelque chose, je ne sais même pas quoi, je me roulai contre le mur pour m'éloigner de lui et je suppliais cet homme ou cette chose de rester tranquille, de me laisser me lever et rallumer la lampe. Ces réponses gutturales m'indiquèrent aussitôt qu'il ne comprenait pas vraiment ce que je voulais. « Vous qui, hein ?» finit-il par dire. « Vous parlez, hein? Moi tué !» Herman Melville, Moby Dick, chapitre 3.